Bienvenue à nouveau dans l'émission. Nous recevons aujourd'hui Jeffrey Sachs pour discuter des négociations visant à mettre fin à la guerre en Ukraine. Comme nous pouvons le constater, Witkoff et Kushner sont arrivés à Moscou où ils vont rencontrer le président Poutine pour discuter des moyens de mettre un terme à la guerre. Je me demandais à quel point vous êtes optimiste quant à ces discussions, car un obstacle majeur à un accord est bien sûr que les Européens, en particulier, exigent des garanties de sécurité très solides pour l'Ukraine. La conviction est que la sécurité dépend alors de la dissuasion de la Russie par l'OTAN en Ukraine, tandis que toute discussion sur le rétablissement de la neutralité de l'Ukraine est perçue comme une capitulation. Dans cet état d'esprit, pensez-vous que les négociations de paix puissent réellement aboutir? Eh bien, nous traitons ce problème depuis des décennies, pas seulement depuis quelques années. Donc le point que vous soulevez est tout à fait correct. Depuis des décennies, l'Occident, les États-Unis et l'Europe a poussé pour que l'Ukraine fasse partie de l'Alliance occidentale. Cela signifiait une adhésion à l'OTAN et à l'Union européenne. Ces deux clubs distincts sont devenus de plus en plus étroitement liés au cours des 30 dernières années, période durant laquelle ce projet ukrainien a été mené. Pendant toute cette période, jusqu'à très récemment, les États-Unis et l'Europe étaient d'accord sur le fait que l'Ukraine deviendrait membre de l'OTAN et de l'Union européenne. Cela a en réalité été clairement exposé par Zbigniew Brzezinski en 1987 dans son livre « Le Grand Échiquier », ainsi que dans son article « Une grande stratégie pour l'Eurasie ». Il liait les deux, l'adhésion à l'UKOMEV et l'adhésion à l'OTAN, et affirmait qu'il s'agissait de l'élargissement vers l'Ouest que la Russie devrait accepter. Or, la Russie ne l'a pas accepté. La Russie s'y est opposée dès 1991, à peu près. Lorsque ce projet est devenu concret au milieu des années 1990, la Russie s'y est opposée, et elle s'y oppose depuis. Ce qui est également vrai, c'est que l'Ukraine a toujours été divisée en interne sur cette question. L'Ukraine elle-même est un mélange de langues et d'ethnicités nationalistes ukrainiennes à l'ouest et de populations ethniquement russes au sud et à l'est, dans le Donbass. Et il y a eu des divisions dans la politique et les attitudes vis-à-vis de l'alignement occidental selon ces lignes, encore une fois depuis l'indépendance de l'Ukraine en 1990-91. Cette question a donc divisé l'Ukraine en interne et a été la cause de conflits entre l'OTAN et la Russie depuis des décennies. Ce qui a récemment changé, c'est la position de Trump, et cela fait partie du débat au sein de l'appareil de sécurité américain, car les États-Unis eux-mêmes sont divisés au sein de cet établissement sécuritaire. L'opinion actuelle est que c'était une manœuvre qui n'a pas fonctionné. Brzezinski avait promis en 1987 que cela serait sans coup ni douleur, que la Russie n'aurait aucune capacité de résistance. L'équipe de Biden, qui a dirigé l'effort de guerre depuis l'escalade de la Russie en février 2022, pensait que la Russie s'effondrerait rapidement, soit sur le champ de bataille, soit économiquement, soit politiquement. Ce que Trump et certains de ses proches ont compris, c'est que cette stratégie de 30 ans a échoué parce que la Russie avait répété à plusieurs reprises qu'il s'agissait pour elle d'une question existentielle. C'était un enjeu central de sécurité nationale, et la Russie ne céderait pas dans sa volonté d'empêcher l'élargissement de l'OTAN. Nous en arrivons donc à la situation actuelle. La vision réaliste du camp Trump aujourd'hui est qu'une manœuvre censée être peu coûteuse et très avantageuse a échoué.
Cela a échoué au cours des 30 dernières années, mais plus précisément au cours des 11 dernières, parce que les États-Unis ont installé un régime pro-OTAN en Ukraine en février 2014. Après cela, cela devait être une promenade de santé. L'OTAN devait simplement s'élargir et la Russie devait reculer. Les États-Unis disent maintenant « assez, c'est assez ». Nous avons d'autres choses à faire, d'autres intérêts dans le monde. Nous ne cherchons pas à provoquer une nouvelle escalade. Nos stocks sont assez vides après toutes ces années de guerre, les guerres au Moyen-Orient et les risques de conflits en Asie de l'Est. Il est temps de reconnaître que cela était effectivement existentiel pour la Russie. Pour l'Occident, c'était une ambition. Pour les États-Unis, je dirais que c'était un jeu censé être facile. Cela n'a pas fonctionné. Le groupe Trump veut donc y mettre fin et limiter les pertes. Les dirigeants européens disent « non, cette guerre doit continuer ». Le régime ukrainien, qui est un régime installé par les États-Unis, dit peut-être encore plus naturellement « non, cette guerre doit continuer ». Le régime dépend entièrement de la poursuite de la guerre. Zelensky n'a aucune perspective politique dès que la guerre prendra fin. Cela a été une machine à corruption lucrative, en plus de tous les autres problèmes. L'énigme pour beaucoup d'entre nous est de savoir pourquoi les Allemands, les Français, les Britanniques, et par là, je ne parle pas des populations, mais du petit groupe dirigeant, sont si déterminés à mener une bataille perdue d'avance qui a coûté au moins 2 millions de victimes ukrainiennes. C'est un désastre. Pourquoi sont-ils si désireux de poursuivre cette bataille? Je dirais 2 ou 3 choses à ce sujet. L'un des problèmes, c'est que leurs opinions publiques ne les soutiennent pas. Scholz, Starmer et Macron comptent parmi les politiciens les moins populaires au monde. Ils n'ont aucun appui populaire dans leur propre pays. Leurs citoyens ne veulent pas de la Troisième Guerre mondiale. Ils ne veulent pas de guerre avec la Russie. Ils souhaitent en réalité des retraites, une sécurité sociale, le maintien de conditions de vie décentes. Ils ne veulent pas de cette militarisation. Ce n'est donc pas une cause populaire en Europe. C'est la cause de Scholz, Starmer, Macron et du petit groupe qu'ils représentent. Alors, quelle est cette cause? Je dirais que la plupart des observateurs attentifs n'ont pas de réponse convaincante à cette question. Est-ce que leur avenir politique est lié à un projet voué à l'échec qu'ils ne peuvent pas admettre avoir eu tort? Est-ce qu'ils sont les pions du complexe militaro-industriel, le leur et celui des États-Unis? Quand je regarde Merz et que je l'écoute, j'ai presque l'impression qu'il s'agit d'un Allemand voulant se venger de la Russie pour la Seconde Guerre mondiale. Cela peut paraître un peu dur, mais Merz est vulgaire. C'est un va-t-en-guerre. Il n'a pas prononcé un seul mot sur la paix depuis qu'il est devenu chancelier, et son soutien en Allemagne s'effondre. Je suis donc loin d'être le seul à le dire. En réalité, je suis aligné avec la grande majorité du peuple allemand en disant cela. Tout cela pour dire, Glenn, que nous ne faisons pas face à un problème nouveau. Nous faisons face à quelque chose qui dure depuis 30 ans. Pendant le second mandat de Trump, Trump a répété à plusieurs reprises « Arrêtons cette guerre », pour les raisons que j'ai évoquées. Puis les Européens et Zelensky sont intervenus. Then the Europeans and Zelensky have run in, and Trump has changed his tune. Et Trump a changé de ton, reflétant non seulement ses sautes d'humeur et sa grande volatilité, mais aussi le fait que l'appareil sécuritaire américain est divisé. Il y a le complexe militaro-industriel aux États-Unis, qui est heureux de poursuivre le combat. Il gagne beaucoup d'argent. C'est une guerre très lucrative pour les entrepreneurs de la défense, ainsi que pour les sénateurs et les membres du Congrès qui les soutiennent. Donc quand on demande « est-ce la fin ?», logiquement, cela devrait l'être. Mais Trump a reculé chaque fois qu'il a dit à ses homologues russes « mettons fin à cela sur la base de la neutralité de l'Ukraine ». La question est de savoir s'il reculera encore une fois. J'espère que la guerre prendra fin,
afin de sauver l'Ukraine de cette guerre terrible, erronée, vaine et apparemment perpétuelle, qui dure maintenant depuis bien plus d'une décennie, et de ce projet plus vaste qui se poursuit depuis 30 ans. Eh bien, l'objectif de l'OTAN après la guerre froide semble avoir été de développer un hégémon collectif en Europe, c'est-à-dire d'exclure la Russie du continent, ce qui s'inscrivait encore dans le moment unipolaire. Mais une partie de la division que vous évoquez aux États-Unis semble venir du fait qu'il existe une nouvelle aile de politiciens américains qui pensent que cette aspiration hégémonique épuise les États-Unis et les empêche de s'adapter à ces réalités multipolaires. Autrement dit, le pays s'enlise en Europe, alors que, dans un monde multipolaire, ses priorités devraient être d'exercer davantage d'influence dans l'hémisphère occidental, tout en voulant aussi affronter la Chine en Asie. C'est pas forcément une excellente idée, mais au moins, l'Europe n'est plus une priorité. Cela semble donc diviser les États-Unis, mais cela semble aussi être un sujet qui met les Européens très mal à l'aise, car il n'existe pas vraiment de plan clair pour le rôle de l'Europe après la fin de l'unipolarité, c'est-à-dire après que les États-Unis auront relégué l'Europe au second plan et se seront partiellement retirés du continent. Je ne suis pas certain que ce soit aussi la raison pour laquelle nous assistons à une résurgence du militarisme allemand. Mais étant donné que cette guerre a commencé comme un conflit autour de l'architecture de sécurité européenne, l'Ukraine n'en étant qu'un symptôme, dans quelle mesure avons-nous besoin d'un accord sur ce que devrait être la sécurité européenne? Nous traitons cette question comme s'il ne s'agissait que d'un problème concernant l'Ukraine, alors qu'en réalité, la guerre n'a pas grand-chose à voir avec l'Ukraine elle-même, mais plutôt avec un élément d'un problème plus vaste. Et cela n'a pas non plus grand-chose à voir avec le territoire. Il ne semble pas que nous abordions le fond du problème. C'est tout à fait exact. Et je pense qu'il est important de reconnaître que cette manœuvre américaine, celle que Brzezinski a exposée en 1997, faisait partie d'un puzzle plus vaste. Il s'agissait de l'échiquier mondial et non simplement d'une question européenne. La conviction dominante aux États-Unis dans les années 1990 était celle de l'unipolarité. Il n'y avait qu'un seul hégémon mondial, les États-Unis, et le rôle de cet hégémon était de s'assurer qu'il ne serait jamais menacé par aucun de ses rivaux à l'avenir. Une partie de cette stratégie consistait à acculer la Russie, à l'encercler dans la région de la mer Noire et, en somme, à la réduire au rang de puissance de troisième ordre, voire moins. Brzezinski parlait ouvertement de la Russie se fragmentant en plusieurs pays faibles, des entités séparées qui seraient réunies sous une forme de confédération, non pas même une fédération, mais une confédération composée d'une Russie européenne, d'une Russie sibérienne et d'une Russie de l'Extrême-Orient. Il rêvait donc que les États-Unis dirigeraient le monde, et cela en faisait partie. Les véritables rêveurs, les illusionnistes, sont devenus connus sous le nom de néoconservateurs. Ils pensaient que les États-Unis réduiraient la Russie à une puissance de troisième ordre ou la briseraient complètement, et que les États-Unis domineraient le Moyen-Orient. Cela constituait une part importante du projet, notamment avec une orientation sioniste, car les États-Unis sont entrés en guerre à plusieurs reprises au nom du Grand Israël, ce qui est étrange et presque inimaginable, mais faisait partie du programme néoconservateur. Et en Asie de l'Est, la vérité, c'est qu'ils n'avaient pas de stratégie pour la Chine, car ce n'étaient pas des gens très intelligents. Ils n'étaient pas capables d'anticiper et n'avaient pas vu que la Chine allait s'imposer comme une grande puissance. Si l'on remonte à la fin des années 1990, la Chine n'apparaît presque pas dans les discussions. Ce n'est pas comme s'ils élaboraient un plan d'action. La Chine était simplement un endroit où l'on allait assembler nos jouets,
nos composants automobiles, nos produits électroniques, nos téléphones et autres. Ce n'était pas alors une question de préoccupation géopolitique. Ainsi, ce projet unipolaire avait sa dimension européenne dans l'élargissement de l'OTAN. Et cela, bien sûr, allait à l'encontre de la vision alternative fondamentale de la sécurité européenne, celle qui, en principe, avait mis fin à la guerre froide. Souvenez-vous, la fin de la guerre froide a été la réunification allemande en 1990, fondée sur le cadre 2+4. L'objectif de ce règlement était la sécurité indivisible en Europe, qu'il n'y aurait pas de bloc. En fait, les États-Unis et l'Allemagne ont été très explicites. L'OTAN ne jouerait plus aucun rôle de bloc stratégique à l'avenir. Les États-Unis ont dit à Gorbatchev, « Nous ne profiterons pas de votre décision unilatérale de mettre fin au pacte de Varsovie, ni de votre faiblesse économique et financière du début des années 1990. Nous aurons une sécurité indivisible. » Plusieurs traités et accords, dans le cadre de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, ont défini ce type de sécurité indivisible. L'OTAN, c'était tout le contraire. L'OTAN, c'est la politique des blocs. L'OSCE, c'était la fin de la politique des blocs. J'étais en Union soviétique en 1990, puis en Russie à partir de la fin de 91, et j'ai beaucoup entendu Gorbatchev, Eltsine et d'autres parler d'une maison européenne commune, de sécurité indivisible, de fin des blocs, de paix et de coopération. J'y ai cru à l'époque et j'y crois encore aujourd'hui. Je pense que c'est la clé de la sécurité européenne. Les Européens, eux, n'en veulent pas d'ailleurs. C'est très étrange pour moi, on leur a proposé la paix et ils l'ont en grande partie rejetée. D'abord, sous la pression des États-Unis, ils ont dit « Oui, nous préférons l'hégémonie américaine à une maison européenne commune. » Ils ont fait ce choix. Ils avaient des scrupules et des réserves. Le véritable affrontement a eu lieu lors du sommet de l'OTAN à Bucarest en 2008, lorsque les États-Unis ont déclaré « C'est le moment, nous allons pousser l'OTAN à s'étendre à l'Ukraine et à la Géorgie ». La chancelière Merkel et le président Hollande ont dit que ce n'était pas une très bonne idée. George Bush a tenu bon et a dit « Nous allons le faire ». Ils ont répondu « D'accord, nous allons le faire ». C'est à ce moment-là que l'hégémon américain a prévalu et que l'idée d'une sécurité indivisible a complètement disparu. Ainsi, lorsque l'on se demande ce que signifie aujourd'hui la sécurité pour l'Europe, celle-ci a besoin d'un dispositif de sécurité qui ne soit pas fondé sur des blocs. Mais l'Europe n'arrive pas à comprendre cela. Et d'ailleurs, l'Europe a commis cette erreur tant de fois. Il y a une sorte d'entêtement obstiné en Europe. Je relis justement l'histoire de la Pologne, qui a refusé de conclure un accord de sécurité commun avec l'Union soviétique en 1939, alors même que l'Allemagne nazie s'apprêtait à détruire la Pologne. Mais la Pologne détestait tellement les Russes qu'elle n'a même pas envisagé de se tourner vers l'Union soviétique pour sa protection en 1939. Si l'on y repense, c'est complètement suicidaire. Et l'Europe est simplement un endroit difficile. Tout le monde se déteste et donc ils ne peuvent pas imaginer une sécurité collective. Ils ne peuvent pas imaginer une sécurité indivisible. Maintenant, que recommanderais-je à ce sujet? Je recommande que les Européens mènent une diplomatie directe avec la Russie. Et d'ailleurs, je recommande de ne pas confier la sécurité européenne littéralement entre les mains de quelques politiciens des États baltes. Ce serait placer la politique européenne entre les mains des personnes les plus farouchement russophobes de tout le continent. Mais si l'Europe maintient sa russophobie, il n'y aura pas de sécurité pour l'Europe. Et si l'Europe ne s'engage pas dans la diplomatie, il n'y aura pas de paix pour l'Europe, quoi que fassent les États-Unis. Donc lorsque vous me demandez quel devrait être l'arrangement de sécurité européen, c'est que les Européens comprennent que la Russie ne va nulle part.
La Russie fait partie de l'Europe. Europeans understand Russia's not going anywhere. Russia is a part of Europe, and it has been geographically. It is Géographiquement, cela a toujours fait partie de l'Europe, au moins jusqu'à l'Oural. Et sur les plans militaires, culturels, diplomatiques, géopolitiques, financiers et économiques, c'est bien le cas. Si les Européens pensent que les États-Unis vont d'une manière ou d'une autre changer cela, eh bien c'était l'idée de la guerre froide. Mais c'est du passé. Donc si l'Europe compte sur les États-Unis pour rejouer la guerre froide, qu'ils oublient. Les États-Unis sont fatigués. Ils ont d'énormes déficits budgétaires. La Russie n'est pas perçue, même si elle l'était à tort à l'époque, comme une menace communiste mondiale. Les États-Unis ne s'intéressent tout simplement pas aux haines européennes. Ils devraient donc parler avec les Russes et comprendre ce que signifie réellement leur sécurité indivisible. Nous avons en fait signé des accords en 1990, la Charte de Paris pour une nouvelle Europe. Cela devait constituer la structure de l'Europe d'après la guerre froide. Et comme vous l'avez dit, deux des thèmes clés étaient la sécurité indivisible. Nous ne devrions pas renforcer notre sécurité au détriment de l'autre partie, et bien sûr, l'absence de ligne de division. Il s'agissait de dépasser la politique des blocs. Dans l'esprit d'une maison européenne commune, c'était l'idée. Mais non, tout cela a disparu aujourd'hui. Et comme vous l'avez dit, avec les États baltes, la russophobie qui y règne et qui devient désormais la politique officielle de l'UMMM est tout à fait extraordinaire. Nous avons eu Kaja Kallas, la chef de la politique étrangère de l'UMMM, prononçant un discours dans lequel elle affirmait combien il serait merveilleux que la Russie soit vaincue. Car alors, avec de nombreux petits pays, il serait bien plus pacifique. Voilà donc ce qu'on appelle la paix aujourd'hui. Étendre un bloc militaire et balkaniser son adversaire. C'est à vrai dire bien loin de l'esprit de la Charte de Paris pour une nouvelle Europe. Et c'est tellement douloureux pour moi, car ayant fait partie du groupe de stratégie économique de Gorbatchev en 1990, ayant proposé d'aider à la transformation économique du système soviétique défaillant vers un système fonctionnel, et ayant vu cette proposition rejetée par l'Occident, j'ai tout observé. J'étais assis en face de Boris Eltsine en décembre 1991, lorsqu'il a dit à notre petit groupe que l'Union soviétique était terminée et qu'il voulait la paix et la coopération avec l'Occident, que la Russie devienne simplement un pays normal aux côtés du reste de l'Europe. Et avec Kaja Kallas, j'ai conseillé son père, qui était le gouverneur de la Banque centrale d'Estonie en 1992. J'ai aidé l'Estonie à concevoir sa banque centrale et sa monnaie. Ils m'ont d'ailleurs décerné un grand prix pour cela. Une distinction nationale pour ma contribution. Et elle ne veut même pas me parler. Vous savez, ils ne veulent pas discuter, ils veulent juste toujours plus. C'est insensé, tellement contre-productif. Mais ce n'est pas la première fois en Europe, je suis désolé de le dire. Eh bien, c'est juste ma dernière question rapide. Voyez-vous cela comme lorsque les dirigeants européens disent que la Russie prévoit d'attaquer une fois qu'elle en aura fini avec l'Ukraine, qu'elle viendra ensuite pour nous, et que c'est pour cela qu'il faut la combattre maintenant. Le croit-il vraiment ou pas? Est-ce de la posture? Étant donné que vous avez échangé avec ces personnes, enfin, la plupart de celles actuellement au pouvoir, quelle est votre impression? Parce que d'un côté, s'ils veulent prolonger un peu la guerre, ils doivent vendre ces récits. Mais parfois, on a l'impression qu'ils croient réellement à ce qu'ils racontent eux-mêmes. C'est donc très difficile à dire, car à certains moments, ils ont affirmé exactement le contraire. Ils ont reconnu que créer une Europe sans la Russie deviendrait inévitablement une Europe contre la Russie. Je crois qu'Angela Merkel avait fait ce commentaire. Alors y croit-il vraiment, ou est-ce simplement de la posture? Angela Merkel a déclaré à propos de la réunion de l'OTAN à Bucarest en 2008
qu'elle savait que si l'on poussait la feuille de route pour l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN, cela signifierait la guerre. Elle l'a dit. Donc ils le savaient. Je pense qu'avec les dirigeants européens, c'est compliqué. D'abord, beaucoup d'entre eux le savent, mais peut-être qu'ils l'ont oublié, peut-être qu'ils se sont montés la tête eux-mêmes. Et rappelons-le, ils sont complètement impopulaires. Quoi qu'ils disent, ils ne rallient absolument pas leurs opinions publiques. Je dirais donc que les 2 points les plus importants sont les suivants. Premièrement, les opinions publiques n'y croient pas. Et deuxièmement, les Européens, s'ils y croient, la première chose que je ferais, si j'y croyais vraiment, serait de m'asseoir avec les homologues russes et de dire comment faire pour que cela n'arrive pas. Que pouvez-vous nous dire des garanties pour nous si nous garantissons votre sécurité en arrêtant l'élargissement de l'OTAN? Et qu'en est-il de notre sécurité? C'est une discussion à avoir. C'est une bonne question à poser au ministre des Affaires étrangères, Lavrov. Très bien. Mais il ne pose même pas la question, il présume simplement la réponse. C'est une voie autodestructrice vers la guerre. Le fait est que s'ils croient vraiment cela, soit ils sont suicidaires ou meurtriers envers leur propre population, soit ils sont tellement insensés qu'ils ne comprennent pas que si l'on croit cela, il vaut mieux s'asseoir avec ses homologues et trouver un moyen de s'assurer que cela ne se produise pas. Parce qu'il existe des choses que l'on peut faire en diplomatie, des accords à conclure, des zones de neutralité, des zones tampons, de la surveillance et des engagements qui comptent réellement. Et ils n'essayent même pas d'explorer ces possibilités. Encore une fois, j'ai dit à mes amis européens que je connais, que faites-vous? Allez parler avec vos homologues. Ensuite, vous pourrez prendre des décisions non pas fondées sur vos préjugés, vos affirmations, vos politiques intérieures mensongères ou vos illusions, quoi que ce soit, mais au moins sur la base de quelques faits que vous pouvez discerner. Mais la vérité, c'est que la diplomatie européenne n'est pas si impressionnante dans l'histoire. La tendance à la guerre est extraordinaire. L'incapacité à dialoguer est absolument extraordinaire. Et même lorsqu'il y a un véritable risque, ils ne savent même pas comment l'affronter de manière réaliste. Alors oui, si Kaja Kallas ne veut pas parler avec les Russes, qu'on choisisse un autre représentant des affaires extérieures pour l'Europe. Mais allez parler et allez quelque part. Allez à Abu Dhabi, allez à Istanbul, invitez un homologue à Bruxelles, allez à Moscou. Mais enfin, arrêtez de simplement dire que nous allons faire la guerre. Maintenant, en tant qu'Européen, j'aimerais voir l'Europe davantage représentée dans les institutions internationales. Mais, en même temps, je reconnais aussi que Kaja Kallas ne représente pas les intérêts des Européens. Merci donc beaucoup d'avoir pris le temps. Ravi d'être avec vous. Merci beaucoup.